Alors bonjour, ça me fait plaisir de m'entretenir avec vous de la question de la formation des enseignants. Je ne peux pas continuer sur la même lancée que Maurice parce que si j'en ajoutais sur la noirceur, ben finalement, il faudrait éteindre les lumières. Alors, je vais y aller à partir d'une autre perspective. Il y a quand même des inquiétudes à y avoir. Donc, le propos s'intitule « La formation à l'enseignement, regard sur le chemin parcouru et défis à relever ». Depuis 40 ans, je me situe à peu près depuis 40 ans au Québec, on a parcouru pas mal de chemins et la communication vise d'une part à se donner un aperçu de ce qu'on a fait, ce sera la première partie, et d'autre part de montrer les défis à surmonter au cours des prochaines années. Le chemin parcouru. J'ai divisé ça en 4 périodes ou en 4 moments qui me semblent caractéristiques. D'une part, une première période au cours des années 60-70, ici au Québec, ça a été important, c'est la Révolution tranquille. Donc, c'était une période, merci, c'était une période de changement des structures, c'est-à-dire que la formation des maîtres avait lieu dans les écoles normales et on a fermé les écoles normales pour assurer la formation des maîtres à l'université. C'est un changement quand même assez important. L'argument qui était mis en place à ce moment-là, c'était de donner aux maîtres une formation plus scientifique, moins basée sur les trucs et recettes comme au temps des écoles normales. C'est à cette époque-là aussi qu'on commence à parler des sciences de l'éducation. Donc, dans la formation des enseignants, on pouvait avoir un regard sociologique, psychologique, économique, historique de l'éducation aussi. Et il faut souligner que les recherches sur l'enseignement n'existaient pas, pratiquement pas, au cours des années 70. Une deuxième période, les années 70-90, c'est-à-dire quand la formation a lieu à l'université, ça a été une période ponctuée de nombreuses critiques. Tout au cours de ces années-là, ici, c'était véritablement une période sombre. On reprochait à la formation des enseignants d'être décontextualisée, scientifique davantage peut-être, mais sans lien avec l'exercice concret du métier. Les jeunes enseignants disaient eux-mêmes et répétaient sans cesse qu'ils étaient mal préparés. Même la formation des stages, elle n'était pratiquement pas supervisée. On envoyait des étudiants en stage, mais c'était un placement administratif plus qu'autre chose. Et on constatait véritablement 2 solitudes. D'une part, il y a le monde universitaire dans lequel la formation des enseignants se donnait et qui n'était pas en lien nécessairement avec le milieu scolaire qui accueillait les diplômés de ces universités-là. Cependant, la belle période pour nous, à mon avis, commence au début des années 90. Bon, à la suite de ces nombreuses critiques-là, on a fini par réagir et il y a eu une période de réforme importante de la formation des enseignants qui a commencé à ce moment-là. C'est une période de foisonnement, une période extrêmement intéressante, à mon avis, la décennie des années 90. Et l'argument qu'on utilisait à l'époque, c'était l'argument de la professionnalisation, c'est-à-dire de rapprocher la formation des conditions réelles de l'exercice du métier. On a allongé à ce moment-là la formation universitaire de 3 années à 4 années. On a ajouté 700 heures de stage qui ont été intégrées tout au cours de la formation. On a créé, dans certains cas, des réseaux d'écoles associées où il y avait des relations entre les universités, les institutions de formation et ces écoles-là. On avait l'idée de faire en sorte que l'enseignement devienne un choix et non pas un pis-aller, et non pas une carrière qu'on choisit parce qu'on ne peut pas faire autre chose. On voulait vraiment mettre cette idée-là que c'était un choix véritable. Et les stages étant étalés dans les 4 années, cela permettait aussi de socialiser professionnellement les étudiants qui étudiaient en formation initiale à l'enseignement. C'était une période extrêmement intéressante, au cours de laquelle, par exemple, on a créé des instances comme un comité d'agrément des programmes, c'est-à-dire que les programmes devaient être approuvés. On a créé des tables de concertation entre le ministère et les universités, des tables de concertation entre le ministère, les universités et le milieu scolaire, le réseau des écoles associées. Il y a même eu une association qui a été créée à l'époque qui s'appelait l'ACUFOM, l'Association québécoise universitaire en formation des maîtres. Le CRIFP est né dans ce bouillonnement d'idées. C'est signe quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là d'important. On a fait aussi des recherches en partenariat avec les écoles associées. Bref, il se passait des choses, si bien que quand on a
voulu vérifier au début des années 2000, bon, à partir d'une relance des diplômés, de la perception de la formation et des employeurs, les gens étaient contents. Il y avait un taux élevé de satisfaction des employeurs à l'égard des nouveaux diplômés depuis la réforme des années 90. Bon, c'était pas pire. Ça augurait bien pour le futur. Bon. La quatrième période, je l'appellerais depuis 2001, enfin c'est comme ça que je la marquerais, parce que c'est à partir de 2001 qu'on a créé un référentiel de compétences en formation à l'enseignement. En passant, pour ceux qui sont de langue ou espagnole ou anglaise, le référentiel existe en version espagnole et anglaise et il est téléchargeable aussi sur le site du ministère de l'Éducation. Alors, on a produit un référentiel de compétences à ce moment-là en 2001 et, bon, les raisons étaient diverses, mais c'était surtout pour je dirais, restreindre l'offre de formation et faire en sorte que si on est formé à Rimouski, à Chicoutimi, à Laval ou à Montréal, qu'on soit formé à peu près aux mêmes compétences pour enseigner, parce que le métier ne varie pas tant que ça. Donc, il y avait cette idée-là de restreindre aussi l'offre de formation. Alors, mais dans quelle orientation nous allons donner à cette formation-là? Il y avait l'idée de former un professionnel et de former un pédagogue cultivé. C'était les deux grandes orientations. Quand on parlait de former un professionnel, au fond, à ce moment-là, l'idée était de dire que un enseignant, vous formez un enseignant, c'est pas simplement le former aux disciplines qu'il aura enseignées. Bien sûr, les disciplines sont fondamentales. Un enseignant qui ne maîtrise pas sa discipline ne pourra pas faire un travail adéquat. Cependant, enseigner exige plus que la simple maîtrise des disciplines. Il y a toute une série de stratégies qu'un enseignant doit mobiliser. Quand on parlait de former un professionnel, on disait aussi qu'on ne veut pas réduire l'enseignement à une dimension proprement technique, car il y a des problèmes qui sont beaucoup plus complexes et qui méritent l'examen, l'analyse. Former un professionnel, c'est former à l'exercice d'un travail spécifique, c'est-à-dire on a examiné quel est le travail de l'enseignant, quelles sont les compétences que ce travail-là exige en situation réelle de travail, c'est-à-dire face à ses élèves, au contact de ses élèves, dans une journée de travail, dans une année, avec les collègues, avec les rencontres avec les parents, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que le référentiel de compétences, dans la visite de former un professionnel, on mettait aussi en évidence l'importance du partenariat, évidemment parce qu'un enseignant va travailler dans des écoles, donc on a des partenaires qui sont dans les écoles, des partenaires de l'université. On a aussi mis l'accent sur l'approche programme, c'est-à-dire qu'un programme de formation serait davantage qu'une juxtaposition de cours sans lien trop étroit les uns avec les autres, mais plutôt dans l'idée que les cours convergent dans le but de former quelqu'un de compétent dans divers agirs professionnels reliés à sa tâche. Alors, l'idée, la seconde orientation qui était de former un pédagogue cultivé, c'est de dire que oui, la connaissance de la discipline est nécessaire, mais aussi il est important de connaître l'histoire de sa discipline, l'épistémologie de sa discipline, parce qu'on est dans un rapport à autrui, c'est-à-dire les élèves quand on enseigne, et on a toute une médiation de pertinence par rapport au contenu qu'on enseigne à faire acquérir aux élèves. Donc, en ce sens-là, j'aimais bien, moi, l'idée de Zakartuk qui avait écrit son petit ouvrage « L'enseignant comme passeur culturel ». Je trouve que c'est une métaphore de génie, au sens où c'est ça le métier de l'enseignant, c'est-à-dire il est imbibé dans la culture et il veut faire passer les élèves de leur culture première, disons, anthropologique, à la culture seconde, c'est-à-dire à les amener à comprendre le monde dans lequel ils baignent. Maintenant, on a, dans le référentiel, on avait 12 compétences qu'on a déclinées en 4 catégories. Des compétences relatives au noyau dur de l'acte d'enseigner, c'est-à-dire tous les enseignants planifient, pilotent des activités d'apprentissage, évaluent, gèrent leur classe. Des compétences relatives au contexte social et scolaire, du temps, du moins à l'époque on disait les nouvelles technologies sont importantes, il y a davantage d'élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. On est dans une période où on doit établir des relations avec les parents et avec les collègues,
Des compétences liées à l'agir d'un professionnel, ce sont par exemple des compétences éthiques et des compétences aussi liées au développement professionnel, c'est-à-dire qu'on n'en a comme enseignant jamais fini d'être compétent, au sens où la compétence est comme une sorte de finalité sans fin. On s'inscrit dans un processus de développement professionnel continu. Et des compétences relatives au fondement de l'acte d'enseigner, c'est-à-dire des compétences telles que la maîtrise de la langue d'enseignement qui pour nous est fondamentale, et en même temps la compétence dans les disciplines qu'on a à transmettre. Alors, à partir de ces orientations, former un professionnel et former un pédagogue cultivé, à partir des 12 compétences, les universités, ici, doivent construire un programme de formation pour l'enseignement au primaire, l'enseignement au secondaire. Et évidemment, les universités peuvent utiliser divers dispositifs de formation, diverses activités de formation, mais au bout du compte, le CAPFE, c'est-à-dire le comité d'agrément des programmes de formation, devient l'instance qui approuve, agrée ou non les programmes ou fait des suggestions. Bon. C'est là le portrait de ce qui s'est passé. Maintenant, les défis à relever. Où en sommes-nous maintenant? Où voulons-nous, où pouvons-nous aller? Et pour identifier les défis, je me suis largement inspiré des rapports annuels du comité d'agrément, parce que chaque année, le comité d'agrément produit un rapport annuel dans lequel on voit les enjeux, on voit les problèmes qui se sont posés à la suite de l'analyse des programmes des diverses universités et à la suite des visites que le comité d'agrément fait dans chacune des universités pour voir comment les programmes de formation à l'enseignement fonctionnent-ils. Alors, je me suis dit, je vais prendre cette piste-là pour voir c'est quoi les défis qu'on a présentement. Donc, j'en ai identifié 6 défis. Et bon, peut-être la 6e catégorie, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vais procéder sans plus tarder par la première catégorie de défis, le défi organisationnel. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce qui se passe chez nous présentement, c'est que nous venons de créer un ministère de l'enseignement supérieur qui est distinct du ministère de l'Éducation, des loisirs et du sport. Auparavant, en 1993, on a unifié le ministère de l'Enseignement supérieur au ministère de l'Éducation, justement pour assurer une meilleure cohésion entre la formation des maîtres qui se passait à l'université et le ministère de l'Éducation qui s'occupait des écoles primaires et secondaires. Donc là, on refait l'histoire en quelque sorte à l'envers, c'est-à-dire que ce qu'on a fusionné, bon, là, on le sépare, et les raisons pour lesquelles on a fusionné, était que cette séparation entre les deux ministères était une des raisons probables des difficultés qu'on a eues au cours des années 70-90 à faire en sorte qu'il y ait un lien entre les universités et le milieu scolaire. Alors, je pense qu'un défi important avec la création du ministère de l'Enseignement supérieur, dont les universités relèvent donc les institutions de formation, un enjeu important sera de maintenir absolument l'effort de concertation entre ces deux pôles qui souvent ne se parlent pas l'un et l'autre. Deuxième défi, c'est le défi par rapport à l'efficacité des programmes de formation. Hattie, dans ses méta-analyses, a montré que la formation initiale avait un impact très faible pour aider les étudiants à favoriser la réussite de leurs élèves. Bon, il donne un effet d'ampleur de 0,11, c'est-à-dire très, très faible. Donc, c'est presque pas d'influence. Autrement dit, on forme les étudiants en formation initiale et cela ne semble pas avoir d'impact sur le développement de leur capacité à enseigner plus adéquatement. C'est quand même un peu tragique, cette affaire-là, au sens où on sait que les programmes de formation à l'enseignement sont vulnérables aux pressions externes. Par exemple, et ça va dans le sens de ce que Maurice disait, il y a une tendance à la diminution de la durée de la formation dans le monde, notamment à la suite des programmes d'éducation pour tous. On veut amener les élèves à l'école, c'est quand même une bonne idée dans le cadre des programmes d'éducation pour tous, sauf que, évidemment, il faut avoir des enseignants pour enseigner à ces élèves-là. Donc là, évidemment, on baisse les standards et on embauche à peu près n'importe qui pour faire de l'occupationnel. Donc, il y a eu une diminution de la durée de la
formation dans les pays, dans divers pays dans le monde. Des programmes courts alternatifs sont très présents aux États-Unis, c'est-à-dire des formations de courte durée, pour répondre à toutes sortes de problèmes qui sont réels quand même, c'est-à-dire des enseignants qui ne veulent pas aller dans les centres, dans les inner cities, qu'on appelle, au centre des villes où il y a des problèmes de violence, etc. Donc, on utilise ça. De la même façon, nous, on utilise aussi au Québec, à cause des pénuries d'enseignants, que ce soit en maths, en sciences ou en anglais. Surtout l'anglais me fatigue particulièrement parce qu'on crée une mesure politique qui dit « Ah, il faut apprendre l'anglais au primaire ». Non pas que je sois contre l'idée d'apprendre l'anglais au primaire, je suis contre l'idée de précipiter cette affaire-là, au sens où on met la mesure politique et après, il faut trouver des enseignants. Mais on les trouve où? À gauche, à droite, etc. Et dans ce sens-là, ce n'est pas très professionnalisant. Mais aussi, ce que ça dit, c'est qu'on a peut-être intérêt comment je dirais donc, à défendre notre profession. Alors, souvent, comme disait Akari, la logique de la main-d'œuvre l'emporte sur la logique de la professionnalisation. Et on a, à force de faire des aménagements à gauche et à droite, on risque de perdre les visées de professionnalisation qu'on avait à ce moment-là. Le défi par rapport à l'intégration de la recherche dans nos programmes, c'est un défi important parce que maintenant, en tout cas, on pense de plus en plus de concevoir l'enseignement comme une evidence-based profession. C'est une profession basée sur des données probantes et l'identification de bonnes pratiques, c'est-à-dire validées par la recherche. Ça devient quelque chose d'important. Quand on a travaillé sur la formation pratique dans nos programmes de formation, l'accent a été mis beaucoup sur l'approche réflexive. Mais trop souvent, l'approche réflexive a été abordée en l'absence de ce qu'on pourrait appeler d'un répertoire ou de l'analyse d'un répertoire de bonnes pratiques validées par la recherche. De sorte que l'analyse réflexive est devenue risque de devenir, dans certains cas, ou est même devenu dans d'autres cas, une espèce de repli sur soi où chacun essaie de refaire la roue par lui-même, au lieu de se référer à des savoirs constitués qu'on appelle des bonnes pratiques validées. L'intégration de la recherche dans nos programmes d'enseignement se fait aussi par la démonstration de la preuve d'efficacité de nos programmes. On est fragile aux influences externes, mais on n'est pas capable de montrer que nos programmes donnent de bons résultats. ATSI nous dit qu'il y a un effet de 16 de 0,11, et le CAPFE soulignait en 2007-2008 ceci: il existe très peu de données qui permettent d'affirmer que les programmes québécois de formation à l'enseignement sont efficaces en ce qui a trait au développement des compétences professionnelles et qu'ils permettent de diplômer les personnes dites compétences. Plus encore, le CAPFE mentionne qu'il serait intéressant de savoir de quels programmes sont issus les enseignants performants. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, tous les programmes ne sont pas équivalents. Tous les programmes ne donnent pas les mêmes effets. Il y a des universités qui forment mieux que d'autres, mais on ne le sait pas. Et c'est difficile à savoir aussi, il faut l'avouer. L'autre défi, c'est le défi de l'approche programme. L'approche programme, c'est une belle idée, mais c'est une idée qui est difficile à incarner dans les structures universitaires. Alors, c'est sûr que par rapport au rôle du prof d'université, ça implique, comment je dirais, qu'on étire le rôle du prof d'université, au sens où le prof doit avoir une vision programme et pas seulement une vision cours. Je donne mon cours et c'est fini. Alors, je dois penser aussi programme. Et cela a été examiné en 2007-2008 et lors d'un atelier du CAPFE, et on mentionnait que pour qu'une approche programme fonctionne, il faut avoir des bons acteurs, notamment les responsables du programme. Il faut un appui de la faculté ou de l'université à cet égard. Il faut du temps, il faut des ressources et une vision commune. C'est de l'ouvrage, ça. C'est beaucoup d'ouvrage pour mettre en application une approche programme. Bon, je pense que c'est une bonne idée, l'approche programme, mais c'est pas facile à incarner. Il faut se donner du temps, à mon avis. Rome, c'est pas fait en une journée. Et là, ça va nous prendre quelques décennies, je crois. Ce qu'on constatait également, c'est que malgré l'idée qu'on ait une approche programme, les liens entre les cours étaient peu explicités et les plans de cours étaient souvent sans lien avec le référentiel de compétences. Bon, et là, on parle de 2007-2008, donc ça fait 6-7 ans que le référentiel de compétences existe, et on continue à fonctionner comme s'il n'y en avait pas. Bon.
Alors, l'autre défi de l'approche programme, c'est l'intégration des chargés de cours. Bon, nous, on a une main-d'œuvre mobile qu'on appelle les chargés de cours, c'est-à-dire des profs qui ne sont pas permanents et qui vont donner des cours dans des divers programmes de formation dans une université ou l'autre. Bon, dans certains programmes, on a 75 à 80 de chargés de cours. Bon, ces chargés de cours-là ne sont pas tous encadrés et souvent ne connaissent pas le référentiel de compétences en formation à l'enseignement. Donc, ils donnent leurs cours comme dans une approche cours. La collaboration avec les milieux, toujours dans le défi de l'approche programme. Bon, ce qu'on mentionnait, évidemment, en 2005-2006, dans le rapport du CAPFE, c'est que même les enseignants associés et les superviseurs de stage ne connaissent pas encore le référentiel de compétences. Il peut y avoir des bonnes raisons pour ça, au sens où il y a un roulement de personnel. Ce n'est pas toujours les mêmes qui sont là. On a fait des formations, des initiations au référentiel au début, et par la suite, ça s'est comme perdu, comme si c'était dit une fois, on n'avait plus besoin de le redire, de le refaire, je dirais de frapper encore davantage et toujours sur le même clou. Alors, c'est de la même façon, les sessions de formation continues pour les enseignants associés sont tout à fait essentielles. Les enseignants associés, ce sont les enseignants qui reçoivent les stagiaires des programmes de formation. Donc, les enseignants associés doivent aussi être formés aux compétences, aux référentiels de compétences. On l'a fait, mais à un moment donné, c'est comme si l'électricité se perdait ou les passions se refroidissent, on est occupé à d'autres choses, enfin, et que sais-je. Le défi donc, de l'approche de programme, dans le rapport de 2007-2008, le CAPFE mentionne que l'évaluation des compétences professionnelles pose un défi majeur. C'est difficile d'évaluer les compétences professionnelles. Ça demande un encadrement important. Ça peut être lourd et exigeant. Et on semble toujours avoir des difficultés à évaluer les compétences des enseignants, même en 2011-2012, dans le dernier rapport en date, et c'est une affirmation qui a été mentionnée. On mentionnait également qu'il faut se donner des indicateurs d'évaluation aussi. Il y a un travail à faire de concertation. Le CAPFE estime, cependant, que le référentiel de compétences tient toujours la route après 10 ans de publication. Je me demandais, moi, comme je suis un co-auteur de ce référentiel-là, les gens sont gentils, ils ne nous en parlent pas trop. Mais je me disais, bon, les autres, que disent-ils du référentiel de compétences? Et finalement, bon, j'étais surpris d'entendre que, voilà, pour le CAPFE, on ne remet pas en question le référentiel de compétences. C'est devenu une référence dans nos universités. Ça nous a donné un langage commun, une référence commune pour parler de la pratique enseignante. Les commissions scolaires l'utilisent même dans le processus de recrutement et la formation continue. Même à l'étranger, il est utilisé ou adapté aussi. Il y a circulé ce référentiel-là. Mais par contre, l'appropriation est toujours à refaire. On doit réactiver ça. Et ça se perd. Les bonnes intentions du début, à un moment donné, il y a d'autres gens qui occupent les fonctions de direction de programme, etc. Ça se perd, ça. Donc, il faut réactiver ça sans cesse. Il y a des nouveaux professeurs, des nouveaux chargés de cours, il y a des nouveaux enseignants associés, etc. Il faut donc reprendre le bâton du pèlerin et continuer à informer les gens à ce sujet-là. Le contexte aussi a changé. Dans ce sens-là, le référentiel doit évoluer. Par exemple, on parle beaucoup plus d'immigration maintenant qu'on en parlait en 2001. En 2001, on parlait des difficultés d'adaptation et d'apprentissage. C'était beaucoup plus ça. Là, maintenant, on a le multiculturel est archi présent. On a aussi un changement de contexte par rapport aux nouvelles technologies. En 80, il y a un bond de 30% en 10 ans sur l'utilisation du taux d'informatisation par les ménages. C'est beaucoup, là. Donc, les enfants, maintenant, sont TIC, on peut dire, et on doit prendre ça en compte dans nos formations, dans le développement des compétences des futurs enseignants. À un moment donné, il faut que ça devienne une seconde nature, mais c'est sûr que plus ils sont jeunes, mieux c'est, parce qu'ils font partie de ce groupe d'âge-là. Pour des gens de ma génération, ben, nous autres, on a appris différemment, mettons. Alors, d'autres défis, et j'achève, j'ai presque terminé. La langue d'enseignement constitue un défi important. On a
enfin, on s'est entendu sur une évaluation écrite du français entre toutes les universités. Le défi qui nous reste à relever, c'est qu'il faut évaluer l'oral. Il faut s'entendre sur la question de l'oral. Et il y a de l'ouvrage à faire, comme on dit, sur cette question-là. C'est pas évident. Vous avez juste à écouter les postes de radio québécois. Vous allez voir tout le défi qui existe. Il y a eu traditionnellement des groupes de formateurs négligés. L'enseignement professionnel, les formateurs en enseignement professionnel, c'est un groupe négligé. Les formateurs en enseignement des adultes, c'était un groupe négligé. Il y a un travail à faire au cours des prochaines années sur ces populations d'enseignants-là, de formateurs d'enseignants. Enfin, et je termine là-dessus, il y a le niveau de recrutement. Je pense que pour attirer les meilleurs candidats, il faut que la profession soit attrayante donc, on a de la difficulté, je trouve souvent, et je ne suis pas le seul, il me semble que nos étudiants ne sont pas au niveau pour être meilleurs, mais là, il faut être capable d'attirer pour aller chercher les meilleurs. Alors, en conclusion, depuis 40 ans, la formation des maîtres a connu plusieurs transformations au Québec. Universitarisation, visite professionnalisation, approche programme, collaboration entre les milieux, référentiel de compétences. Il y a eu de la belle ouvrage, comme on dit, qui s'est fait. Ce sont des acquis pertinents pour la formation, mais qui risquent d'être fragilisés, constamment fragilisés, en raison des pressions externes de toutes sortes. À cet égard, la mémoire et la recherche demeurent nos plus précieux alliés pour résister aux changements qui nous feraient perdre de vue cette visée de formation élaborée au fil des ans. Le CRIFP a joué un rôle important à ce propos au Québec au cours des 20 dernières années, et il y aura du travail de recherche et de mémoire pour bien des années à venir. Longue vie au CRIFP. Merci beaucoup.